Bien, alors nous allons étudier la sollicitation de traction-compression. Mais avant cela, faisons un petit rappel sur les codes couleurs que j'utilise dans ce cours. Donc, d'abord en bleu, ici, donc il s'agit des efforts connus. Donc, les efforts dont on connaît la direction, le sens. Donc ici, par exemple, cet effort est positif vers la droite. On a donc de la traction et il pourrait être positif vers la gauche, on aurait de la compression. Donc ce qu'on représente par grand S, c'est le module. Donc le module est toujours positif. En rouge, je représente les efforts inconnus. Donc les efforts dont on cherche à déterminer l'intensité, comme ici par exemple les efforts intérieurs ou les actions de liaison. Alors ces efforts peuvent être positifs ou négatifs. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit d'une valeur algébrique, donc je devrais mettre une petite barre au-dessus. Mais pour simplifier, on ne met pas cette barre. Donc c'est un effort qu'on représente a priori positif suivant le repère local ou global. Donc si après calcul l'effort peut être positif ou négatif. Mais il est orienté a priori de manière positive. Donc soit il reste positif, soit il devient négatif après l'avoir calculé. En vert, ce sont des efforts qui étaient inconnus au départ et qui deviennent connus après calcul. Donc par exemple, une inconnue de liaison qui est inconnue au départ, après calcul devient connue, donc elle passe en vert. On peut donc poursuivre le calcul pour déterminer ensuite les inconnus, les efforts intérieurs par exemple. Donc on peut poursuivre les calculs. Le feu passe du rouge au vert, on peut poursuivre les calculs. Bien, donc quelle est la définition maintenant de la sollicitation de traction-compression? Eh bien, le torseur de cohésion est composé uniquement d'un effort normal grand N. Donc s'il est positif, on a donc de la traction. S'il est négatif, on a de la compression. Donc petit rappel, le torseur de cohésion est déterminé dans le repère local petit x, petit y, petit z. Donc ici, on a uniquement un effort normal suivant la composante petit x, donc suivant l'axe moyen de la poutre. Voyons maintenant comment on va déterminer les déformations. Donc on applique un effort, supposons F vers la droite, donc un effort de traction qui provoque un allongement de la poutre, delta L. Alors, supposons une section circulaire, mais ça pourrait être une section quelconque, sigma, dr grand A. Donc avec un effort normal, grand N de x, ici, qui est égal à grand F. Alors, on va définir ce qu'on appelle la déformation longitudinale. Epsilon, qu'on appelle très souvent simplement epsilon, ou la déformation epsilon suivant l'axe x, ou encore la déformation longitudinale. Donc suivant l'axe x, suivant l'axe longitudinal de la poutre. Donc pour ça, tronçonnons un, un tronçon de poutre.
Donc découpons un tronçon de poutre de largeur dx, donc soumis à des efforts n de x de part et d'autre, l'effort normal. Donc sous l'action de cet effort normal, le tronçon va s'allonger d'une quantité du, qui d'ailleurs reste homogène sur la hauteur de la section, d'après l'hypothèse de Navier-Bernoulli. Donc cette section s'allonge de du dans le sens longitudinal, ce qui nous permet de définir la déformation longitudinale epsilon égale à du divisé par dx. Donc l'allongement divisé par la longueur, la largeur initiale du tronçon. Donc c'est donc une quantité sans dimension, du divisé par dx, des mètres divisé par des mètres. Mais très souvent, on l'exprime en pourcent ou en pour mille ou en 10-6. Si par exemple du est exprimé en micromètres et dx en mètres, eh bien on aura epsilon en 10-6. Alors dans ce cas particulier, toutes les déformations sont identiques dans chacun des tronçons. Donc on peut avoir pour chaque abscisse x. Donc ce epsilon, on peut dire qu'il est égal également à la somme des du divisé par la somme des dx. Puisque tous les du sont égaux et tous les dx sont égaux. Ce qui est égal à... Donc la somme des du, c'est précisément l'allongement delta L. Et la somme des dx, c'est la longueur initiale grand L. Alors attention, ça c'est vrai si uniquement si l'effort normal est constant, donc si n de x est constant, si la section également est constante, donc si a de x égale à grand A, égale à constante. Voilà pour la déformation longitudinale. Donc dans le cas de la traction-compression avec effort normal constant, section constante, epsilon égale delta L sur L. Donc relation à retenir. Maintenant la déformation transversale. Donc comme son nom l'indique, il s'agit de la déformation dans le sens transversal. Donc ça sera égal à petit d moins petit d0 divisé par d0. Donc d0 est la dimension transversale initiale et d, la dimension transversale après déformation. Donc très souvent quand on tire sur un matériau, il se rétrécit dans la dimension transversale et il s'allonge dans la dimension longitudinale. C'est le cas de l'acier, c'est le cas d'une gomme par exemple, si on veut avoir une image un petit peu plus courante. Donc dans ce cas-là, par exemple, epsilon est négatif si on l'étire. Et on définit le coefficient de Poisson comme étant égal à moins epsilon t sur epsilon L. Donc, ce qui est une caractéristique du matériau. Donc par exemple, pour l'acier, coefficient de Poisson nu, donc ça s'écrit nu, ça se prononce nu, égale à 0,3. Donc ça se prononce epsilon, la lettre grecque epsilon. Voilà donc pour la déformation epsilon, donc qui, je le rappelle, intervient dans le graphe, dans la loi de comportement de l'acier, donc loi de comportement local, sigma en fonction de epsilon. Donc c'est ce epsilon là qui intervient dans cette loi de comportement. On va définir maintenant ce qu'on appelle la contrainte. Contrainte normale sigma. Alors, donc la contrainte sigma, donc on utilise cette lettre grecque ici, donc qui se prononce sigma. Donc à l'abscisse x, donc est égal. Alors donc si je considère ma section à l'abscisse x,
pour laquelle j'ai un effort normal global grand N. Donc cet effort normal va se répartir en une infinité de petits efforts delta n. Donc la contrainte, c'est l'effort, le petit effort delta n divisé par la petite surface delta A. Donc je l'ai représenté ici, par exemple, sur cette section. Donc les unités, il s'agit donc de newton divisé par des mètres carrés, donc c'est une pression en pascal. Mais très souvent, on va l'exprimer, nous, en mégapascal. Donc les mégapascales, c'est des méganewtons par des mètres carrés. On utilisera aussi très souvent des newtons par millimètre carré. Donc ces deux types d'unités sont des mégapascales. On verra un petit peu plus tard. Donc si je représente voilà ma contrainte sigma, donc normal car c'est une contrainte qui est perpendiculaire. Normal, ça veut dire perpendiculaire à la surface delta A. Voilà. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'on appelle la contrainte tangente. Bon, j'en parle ici, mais il n'y a pas évidemment de contrainte tangente dans ce cas-là. Taux on sera égal à delta V divisé par delta A. Bien, c'est juste pour dire que voilà, sur une face, une facette, on peut avoir une contrainte normale perpendiculaire, donc sigma, et une contrainte tangentielle, donc parallèle à la face, taux. Toutes les deux donc en mégapascal. Voilà, je les efface puisqu'il n'y a pas ici de contrainte tangentielle. Donc continuons avec nos contraintes normales. Donc d'après la relation de Bernoulli, on a vu que epsilon était constant. Or, on a vu aussi que d'après la loi de comportement, sigma est égal à E epsilon. Donc maintenant, on sait parfaitement à quoi correspondent les deux termes de ma loi de comportement ici, locale sigma, donc les contraintes normales en mégapascal, en fonction de epsilon, la déformation. On a vu que dans le domaine élastique, j'ai une loi linéaire. Donc ensuite, je peux dessiner la partie plastique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette loi de comportement élastique. Donc sigma égale E epsilon, qui correspond donc à l'équation de cette droite. Donc puisque epsilon est constant, alors sigma sera également constant. C'est-à-dire que sigma de x, puisqu'il est constant, est égal, donc on l'a vu, à delta n sur delta a, sera égal aussi à la somme des delta n divisé par la somme des delta a, c'est-à-dire la somme des delta n, c'est l'effort normal lui-même, divisé par la somme des delta a, c'est-à-dire la section elle-même. Voilà, donc la formule importante à retenir, la contrainte normale est constante en tout point d'une section droite. Et donc on peut représenter son diagramme de cette manière-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de répartition des contraintes normales dans une section droite. Donc sigma de x est égal à n de x divisé par a. En prenant un exemple, considérons cette barre soumise donc à un effort F. Alors évidemment, le schéma mécanique ici est équivalent à celui-ci, c'est-à-dire avec un effort F identique de chaque côté.
Donc ici F égale à 10 kN et de l'autre côté F égale à 10 kN. Alors traçons le diagramme d'effort normal. Donc il est constant sur la longueur équivaut grand N de x. Donc N de x est constant quel que soit x est égal à grand F. Donc considérons une section circulaire de diamètre D égale par exemple 10 mm. Donc une section pleine. La contrainte sigma de x à l'abscisse x est donc égale à n de x divisé par grand A est égal à F sur A. Donc je vais adopter comme unité des newtons pour les efforts et des millimètres carrés pour la section. Donc pour obtenir des mégapascales. Donc 10 000 newtons divisé par pi d2 sur 4. Donc le 4 je peux le ramener en haut. Ce qui me donne donc 127 mégapascales. Donc ça, je peux dire que c'est inférieur à la contrainte et limite, qui dans ce cas, dans notre cas, est égale à 235 mégapascales. Si on considère que le coefficient de sécurité est égal à 1. Donc le coefficient de sécurité, c'est, donc ici on a Fy, donc il vaut 235 pour notre acier. C'est un coefficient qui est supérieur à 1, qui vient diviser Fy. Donc c'est forcément une valeur qui est inférieure à Fy. Donc on prend très souvent un coefficient de sécurité lorsqu'on calcule avec des règlements tels que l'eurocode, les eurocodes. Donc ici, on suppose que le coefficient de sécurité est égal à 1 et que la contrainte limite est égale à Fy. Sinon, s'il n'était pas égal à 1, si on appelle C le coefficient de sécurité, eh bien la contrainte limite sigma bar serait égale à Fy divisé par C. C'est-à-dire, ce serait cette contrainte ici. Bien, calculons maintenant l'allongement. Donc à l'aide de la relation, la loi de comportement, donc sigma égale à F sur A est égal à E fois delta L sur L. Donc delta L étant l'allongement recherché. Donc delta L est donc égal à F sur A multiplié par L sur E. Donc le E, je peux le mettre là. Donc F fois L sur EA. Donc EA, c'est ce qu'on appelle la rigidité en traction-compression. Donc dans mon diagramme, cette fois-ci, si j'exprime plutôt effort en fonction de l'allongement, donc on a dit qu'on avait le même type de diagramme, mais avec dans la partie élastique, la pente correspond à la raideur. Donc F égale à K fois delta L. Donc que vaut la raideur dans ce cas-là? On voit bien que delta L égale à F fois ce coefficient, donc F est égal à, si je passe ça de l'autre côté, donc EA sur L fois delta L. Donc la raideur est égale à
A sur L. Donc on a une relation entre la raideur ici et le module Young, le module d'élasticité longitudinale. Bien, terminons notre application numérique. Donc delta L est égal à F, donc 10 000 newtons, fois 4 fois longueur 5000 mm, divisé par donc grand E 210 000 mégapascal. Donc 210 000 c'est le module Young de l'acier doux. Donc pour tous les aciers doux, le module Young sera égal à 210 000 mégapascal, fois la section, donc pi 2 sur 4. Donc le 4, je l'ai ramené ici déjà au numérateur, ce qui me donne un delta L, un allongement de 3 mm. Donc ne pas confondre l'allongement delta L avec la déformation epsilon qui est égale à delta L sur L.